Bonjour! Avant de commencer, je voulais dire merci aux darons qui m'ont envoyé leur candidature, entre guillemets, pour participer à ce podcast. Je vous rappelle que si vous avez une histoire, un petit quelque chose qui fait de vous un papa particulier, surtout n'hésitez pas à m'écrire, vous pourrez retrouver toutes les infos dans les notes de ce podcast. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Sébastien Marx. Sébastien est humoriste, mais a une particularité sur la scène de l'humour français, il est américain. Il vit en France depuis 12 ans, il a rencontré Lou, une Française, avec qui il a une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 2 ans. J'ai donc voulu axer cette interview sur la double culture, depuis la grossesse jusqu'à l'éducation, et on passe 10 bonnes minutes assez passionnantes sur la circoncision de son fils et les nombreuses questions que ça a soulevées chez lui. Vous avez peut-être déjà vu Sébastien sur scène pour jouer son spectacle qui s'appelle Un New-Yorkais à Paris. J'espère que si vous ne l'avez pas encore fait, ce podcast vous aura donné envie d'aller le voir. Vous pourrez retrouver toutes les infos à la fin de cette interview. Mais avant de retrouver Sébastien, je voulais vous remercier pour l'engouement autour du podcast. Merci beaucoup pour vos messages sympas, pour vos partages sur Instagram, pour vos mails, pour vos messages sur les réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Si vous avez aimé, c'est encore le meilleur moyen de me rendre l'appareil. On se retrouve juste après l'interview, mais d'ici là, je vous souhaite un bon moment en compagnie de... On est avec Sébastien Marx. Salut Sébastien. Salut. Ça va? Oui, et toi? Oui, très très bien. Merci beaucoup de venir. Avec grand plaisir. C'est un grand plaisir. Ouais. Sébastien, pour expliquer rapidement, tu es humoriste, mais tu as aussi plein d'autres casquettes. Donc là, par exemple, tu sors un bouquin. Oui. Chez First. Oui, c'est chez First. Où tu racontes ta vie d'un Les Américain. 12 dernières années de ma vie, c'est-à-dire les 12 années en France, qui est très dur à Parce dire. que les gens auront remarqué, mais à ton petit accent, tu es petit, tu es American. I am American, oui. Donc, je suis New-Yorkais même. Et donc, ça fait 13 ans maintenant que je suis en France. L'un des aspects en fait qui m'intéressait pour te faire venir chez Histoire de Daron, c'était cet aspect de double culture. Oui. Alors, pour être très honnête, je te le disais hors champ, hors caméra, Ouais. hors micro, j'ai très peu lu parce que j'aime bien rester vierge de tout ça. Donc tu vas un peu me raconter. Mais j'ai vu le peu que j'ai lu, j'ai déjà vu des trucs où tu disais ouais. Alors notamment, la France m'a obligé m'a retiré la seule excuse pour ne pas être papa. Oui. C'est-à-dire que l'un de tes trucs c'était j'ai pas les moyens. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, on a moins de sécurité sociale. Donc, quand on dit tiens, j'aimerais pas, on n'a pas le moyen d'avoir un enfant, c'est une vraie excuse, c'est légitime. C'est-à-dire que si on a un enfant, on ne sait pas si cet enfant va avoir accès à l'hôpital, des choses comme ça. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, en France, j'avais plus cette excuse, malheureusement. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui voulait repousser cette date de devenir papa, même si c'est quelque chose que je voulais toujours être à un moment donné, mais ce moment donné c'était toujours dans le futur, je voyais pas vraiment quelque chose qui était trop présent, et donc du coup en France cette excuse n'était plus là, c'était plus valable. Et donc ta femme, vous êtes mariés? On est pacsés. On est pacsés, qui existe, j'ai l'impression qu'en France. Je sais pas. De toute façon, c'est quelque chose qu'on dit, par exemple, sur scène, je dis que je suis pacsé, personne n'applaudit. Tu dis t'es marié, les gens applaudissent, même s'il dit j'ai trouvé quelqu'un, les gens applaudissent, rien. Il n'y a pas de statut Facebook pacsé. Mais on est content d'être pacsé. Donc vous vous êtes rencontrés quand toi t'es arrivé en France, oui. C'est ça? Non, en fait, je l'ai rencontré quand je suis monté à Paris. Voilà. Je suis monté à Paris. Oui, parce que j'étais d'abord à Toulouse. Donc j'ai quitté New York pour aller à Toulouse, qui en anglais veut dire perdre. Toulouse. Et donc j'étais avec une Toulousaine pendant des années. Et après, on s'est séparés. Après, je suis monté à Paris il y a 8 ans. Et alors, c'était quoi ton projet exactement pour retracer rapidement ton parcours pour quitter New York pour aller à Toulouse et manger de la saucisse? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que le mot bizarre dans ta question, c'est projet. Il n'y avait pas trop de choses planifiées là. En fait, je flottais. Ça faisait 2 ans que j'ai reçu mon diplôme. Et donc, j'étais pour la première fois un adulte. Vraiment, j'étais libre de faire vraiment ce que je voulais. J'ai rencontré cette Toulousaine à New York. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais en France, pourquoi pas, je vais la suivre. Ça marchait bien entre nous, assez pour que je tente l'aventure. Et aussi, moi, je voulais voir autre chose. Je savais toujours que je voulais voir d'autres pays et peut-être vivre ailleurs. New York est génial, j'adore, mais j'ai grandi là-bas. Donc après un moment, je me suis dit, tiens, ça serait bien quand même de voyager
pendant que j'étais jeune. Parce que je savais très bien que 30 ans peut passer comme ça, on essaie de grimper l'échelle dans notre société où on travaille, et les 30 ans passent comme ça, et après, c'est trop tard de voyager. Donc, j'avais 24 ans à l'époque, et je me suis dit, tiens, je vais tenter le coup, et donc je l'ai suivi à Toulouse, en pensant que j'allais rester un peu de temps, et peut-être revenir aux États-Unis, peut-être avec elle, etc. Et non, je suis resté donc 4 ans à Toulouse. Et après qu'on s'est séparés, je me suis dit, tiens, je peux rentrer à New York ou je peux tenter le coup à Paris, parce que je savais, c'était évident assez rapidement que la France est très centralisée à Paris pour tout ce qui est plein de choses, notamment ce que je voulais faire, qui est soit audiovisuel, soit la scène, tout ce qui est entertainment, et aussi en tant qu'anglophone, je savais que Paris était un meilleur choix. Et donc finalement, je suis monté à Paris il y a 8 ans. Et donc, est-ce que tu avais ce rêve de la French girl, il y a un truc comme ça aux États-Unis, du fantasme de la fille française. Je pense que c'est toujours un peu un fantasme d'une fille qui vient d'ailleurs déjà, mais oui, l'accent français pour nous c'est charmant, on trouve ça excitant, et donc oui, quand j'ai rencontré une Française à New York, c'était excitant, quoi. Et surtout, c'était pas longtemps après que j'ai vu Amélie. Mais c'est pile dans notre cliché, hein. Et aussi, il y avait un côté, elle était plus âgée que moi. Et donc, du coup, aussi, ça, c'était un truc un peu exotique aussi pour un mec qui a 24 ans. C'était, ouh là là, française, elle est plus âgée que moi. Ouh, elle fume, ouh là là. Ce genre de choses. Et donc c'était excitant, je pense. Et aussi, de fait d'aller dans un pays où j'étais vraiment un vierge, hein. Je raconte ça dans mon livre. J'étais un nouveau-né. Quand on débarque dans un autre pays, surtout quand on parle pas la langue, parce que la langue est très importante, surtout pour moi qui est quelqu'un qui utilise la langue socialement parlant. Je fais des blagues, on emploie la langue aussi tous, socialement parlant, c'est pas que moi, mais c'était très important pour moi. Donc, métier. Oui, et donc du coup, j'arrive en France sans langue dans les deux sens. Littéralement, j'avais l'impression que ma langue a été coupée, parce que du coup, j'avais un vocabulaire d'un nouveau-né. Je faisais du bruit en montrant le droit à quelque chose. Et aussi le fait que, avec cette Toulousaine, elle parlait très bien anglais. On parlait anglais entre nous. Donc entre nous, ça allait. Mais c'est par rapport à ma vie en dehors de chez nous, notre foyer. Et le problème par rapport à elle, c'est que du coup, elle a rencontré un mec qui avait un boulot, qui était charmant, séduisant, parce que j'étais sur mon territoire, je parlais anglais. D'un coup, je me trouve à côté d'elle en France, je ne pouvais pas trouver un boulot, j'étais dépendant d'elle. C'est comme si, d'un coup, elle a hérité un petit frère handicapé qu'elles sont obligées d'emmener partout. Et donc ça, c'était pas évident. Tu as d'ailleurs un truc dans ton spectacle où tu dis que c'est perturbant alors sans doute que tu avais grandi un peu, parce que tu disais de faire l'amour avec le vocabulaire d'un enfant de 6 ans. Ouais, mais c'était ça aussi au début, parce que on fait un acte d'adulte, mais avec le vocabulaire. mais honnêtement, pour être honnête, je fais toujours des fautes, hein, même au pieu. Vraiment, je me souviens pas si Q, c'est masculin ou féminin, mais c'est une horreur, hein. Ouais. Et donc ça, je fais toujours des fautes. Parlons un petit peu de ton parcours de papa, oui. En tout cas de futur papa. Alors, est-ce que c'est un truc, toi, que tu avais envie de faire depuis longtemps et que tu disais je vais repousser le plus longtemps possible, ou alors vraiment c'était un truc pour toi qui était lointain, que tu voulais pas te toucher même avec un bâton? Non, comme j'ai dit, je pense que c'est quelque chose que je voulais faire à un moment donné, mais j'ai trouvé que c'était jamais le bon moment. Mais je sais maintenant, avec un peu de recul, c'est rarement le bon moment. On sait jamais vraiment. C'est rare qu'on dit vraiment maintenant tout est en place. C'était peut-être un fantasme d'un mec qui a 24 ans, mais je pensais oui, je serai papa quand j'aurai beaucoup d'argent, à l'aise avec moi-même, que je pensais que je serais Bouddha ou millionnaire ou les deux, et il fallait vraiment avoir tout en place avant de se lancer, parce quelque part je voyais ça comme la fin
de la vie sociale, de la fin de voyage, tout ce qui est drôle dans la vie, d'être papa allait être la fin de tout ça, qui est bien sûr pas vrai, mais c'était ces peurs-là. Et j'en parle dans le livre. Oui. En fait, que je pensais que je serais pas seulement mort, mais un mort vivant. Parce que quand on a 30 ans, on voit petit à petit tous nos amis devenir papa. De plus en plus. Et j'avais l'impression de sentir comme un mec dans le film de zombie où ton entourage devient zombie et ils viennent vers toi. Et souvent, ils sont comme ça parce qu'ils ne dorment pas. Oui. Tu vois, ils ne dorment pas, tu vois. Donc, ils disent « attends, que tu peux ». Et toi, tu es là tout seul et tu vois tout ton entourage et tu finis par être mordu. Oui. Et voilà, donc je me suis fait mordu. Mais avec plaisir. Donc oui, pour répondre à la question, je pense que c'était quelque chose que je voulais faire. Ce n'était pas quelque chose que je me suis dit non, jamais. Mais c'était toujours oui, plus tard, demain. Moi, je suis quelqu'un qui procrastine. Hein, donc voilà, j'ai procrastiné sur ça aussi. Et alors, donc tu disais justement que par rapport à la sécu sociale de France, t'avais empêché d'avoir cette excuse en fait, qui est de dire j'ai pas les moyens. Oui, parce que il y avait plusieurs choses. Parce que avec ma femme, en fait, quand on s'est rencontrés, je savais que c'était la femme avec laquelle j'aimerais faire des enfants. Même si c'était pas tout de suite, je me suis dit ok, tiens, je me sentais tellement bien avec elle. T'avais 28 ans, c'est ça? Quand j'ai rencontré elle, oui. 30 ans, 29, 30. Elle voulait plus tôt que moi. En moi, elle voulait dans le sens, tiens, on le fait vraiment concrètement. Et oui, moi, j'ai essayé de cacher derrière les excuses. Et c'est vrai, le sécu n'était pas une excuse. Hein. Et aussi, tout simplement, le fait que aussi, elle est très aventurière, ma femme aussi. Bon, elle fait la scène aussi. Donc, je pense qu'il y a ce côté artistique. On est un couple d'artistes. On peut faire ce qu'on veut. On peut créer la famille qu'on veut. Et ça m'a beaucoup convaincu aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, ah oui, mais on pourrait plus voyager. Elle a dit, ben non. On voyage avec les enfants. On voyage peut-être autrement, différemment, mais on peut le faire. Et petit à petit, je dis, ok, bon, tiens, pourquoi pas si toi, tu me promets. Hein. et donc, du coup, mais le résultat, c'est qu'on voyage très bien. Alors, maintenant, on a 2 enfants, d'ailleurs. J'avais l'impression que, par exemple, quand on va avoir 30 ans, j'avais plus peur d'avoir 30 ans à 29 qu'à 30. C'était de la peur de franchir le cap, de grandir. Et donc là, j'avais plus peur de devenir papa. La peur venait plus avant le fait d'être papa. Mais quand ma fille est arrivée, j'étais plus dans la peur, j'étais dans le moment présent. Et ça, c'était impressionnant. La peur n'existe plus. Et aujourd'hui, il y a toujours une petite peur, maintenant pour leur santé ou choses comme ça, mais la peur d'assumer cette responsabilité n'est plus là. Comment tu l'as vécu, la grossesse? T'as pris ce temps, toi, de te rendre compte que tu allais devenir papa? Je pense que c'est jamais vraiment concret jusqu'à ce que ça devienne concret, hein, honnêtement. Je pense que c'est quoi, une mythe grecque, ou c'est quoi, Athènes qui sort de la tête de Zeus. Je trouve ça une très bonne métaphore, c'est-à-dire que les femmes portent le bébé physiquement dans son ventre, nous on le porte dans la tête. Et donc, le 9 mois de grossesse, on travaille ça dans la tête. Et quand Violette est arrivée, ma fille Violette, c'était très concret. Surtout qu'il y avait des complications. La grossesse est passée hyper bien. C'est-à-dire, ma femme était très belle femme, enceinte, pas de problème, pas de nausées, rien. Vraiment, elle était en forme, on a même voyagé. On était dans le sud de la France, elle avait un énorme ventre, on a tout fait. Le jour de l'accouchement, ma fille a avalé un peu de liquide amniotique, donc elle a eu une infection. Et tout ça, donc heureusement, on était dans un super hôpital dans le 14e. Elle a dû être séparée tout de suite de sa mère. Il faisait quelques tests parce que la sage-femme a entendu que la pleure de ma fille était un peu bizarre. Bon, moi, j'ai rien remarqué. Moi, c'était un bébé, quoi. Non, mais elle a remarqué, donc effectivement, il y avait un peu de liquide dans ses poumons. Et donc, du coup, on s'est séparés tout de suite. Donc, malheureusement, ma femme a dû être toute seule pendant, en gros, je ne me souviens pas combien de temps, 1 heure, tandis que moi, j'étais avec ma fille.
Et il y avait plusieurs médecins autour de nous qui faisaient plusieurs tests pour voir à quel point, donc ils essayaient de sortir le liquide de ses poumons, etc. Et moi, je me souviens que quelque part, c'était un choix, c'était pas forcément conscient, entre rester avec ma femme ou rester avec ma fille. Et j'ai senti plus le besoin d'être avec ma fille. Et ce qui était bizarre pour moi, c'est que j'avais l'impression de le consoler avec ma voix. C'était la première fois, parce qu'elle a entendu ma voix pendant 9 mois. Et donc, du coup, les médecins me disaient, elle te reconnaît. Et donc ça, c'était quelque chose, je pense que c'était à ce moment-là, vraiment, que j'ai pris conscience que, je suis quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'était ce moment-là, je pense que c'était une prise de conscience. Et ce qui est dommage, c'est que, du coup, en étant bon père, j'étais un peu un mauvais mari ou mec parce que j'ai dû laisser ma femme toute seule. Et elle a très mal vécu ce moment parce qu'elle ne comprenait pas. Moi, je pensais qu'ils informaient ma femme en disant exactement... Mais personne ne savait, en fait. C'est ça le problème. C'est que même les médecins, ils ne peuvent pas dire trop tôt le problème sans faire plusieurs tests. Et donc, du coup, on était un peu dans le noir. Et donc, surtout ma femme qui était toute seule, en fait, chez elle. Tu vois, imagine, elle vient d'accoucher, elle voit son bébé partir, son mec aussi. Donc, je ne sais pas à quel point il y avait des sages-femmes qui allaient la voir, mais apparemment pas très souvent. Donc, ça, c'était un peu... Mais c'était un truc qu'elle t'avait demandé, en fait, d'accompagner votre fille, ou non, c'est un truc que tu as fait, toi, assez naturellement? Je me souviens pas. Non, je pas dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais, c'est ça Je me souviens pas d'avoir cette discussion, donc peut-être c'est moi qui l'a suivi juste naturellement. Le stress. Oui, j'imagine. Oui, parce que quand on entend qu'il y a un problème avec le bébé, je pense que j'ai même pas posé la question. J'ai suivi ma fille. Et peut-être on aurait dû eu cette conversation. J'ai pas un souvenir, donc peut-être on aurait dû. Puis en même temps. mais honnêtement, oui. Aujourd'hui, je sais que c'est difficile à faire. En fait, ce que j'aurais pu faire, peut-être, c'est de juste faire un aller-retour rapidement pour la voir si tout allait bien. Tu pensais effectivement que quelqu'un. Mais quand Violette me tenait mon petit doigt, c'est difficile à dire. Tiens, non, désolé, je dois voir ta mère. C'était dur, ça. Donc oui, je pense que pour répondre à la question quand est-ce que je sentais pour la première fois papa, c'était ça, ce moment-là. Je pense que les accouchements qui se déroulent de façon compliquée, en fait, te créent tout de suite un lien. C'est clair. Parce que tu es sur le point de... Déjà, tu te rends compte tout de suite que ton enfant est en train d'être en danger, alors que ça devient une petite chose qui peut mourir comme ça, ou qui peut vraiment devenir malade extrêmement vite, quoi. Oui. Et c'est de ce côté fragile qui m'a frappé, la réalité de ça. Pourtant, elle faisait 4 kilos. Hein. Oui. Et donc, du coup, elle a dû aller au néonat pendant quelques jours. Et ce qui était aussi frustrant, c'est que le médecin, ils ne peuvent pas te dire le problème. Ils attendent. Ils ne peuvent pas dire « Ah oui, ça va aller ». Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce genre de choses. Parce que si ça ne va pas, dans 48 heures après, ils se disent « Ok, on va prendre... étape par étape, voir comment ça évolue. » Et donc, ma fille était en néonat et pendant 2-3 jours, chose comme ça, je ne me souviens pas exactement combien de temps, mais je savais que ça allait aller, parce que déjà, ça allait un peu mieux, sa respiration, mais quand on était au néonat, on voyait ma fille à côté de plein d'autres bébés qui étaient plutôt de prématurés. Oui. Et elle faisait la taille, le double, quoi. Et je me dis, ok, bon, ça va, elle a au moins elle a la force, quoi. Et je savais qu'elle allait s'en sortir, et assez rapidement elle est sortie de néonat et on est rentré quelques jours après ça. Comment ça s'est passé le retour, justement? C'est c'est marrant, c'est le début de... je pense que c'est toujours bizarre de quitter la maison à 2 et rentrer à 3, et en sachant que on sera 3 pendant longtemps là. Donc c'était bizarre. Et après, on n'a pas beaucoup dormi. Je pense que ça c'est normal. Et bon, bien sûr aussi, on était sur le nerf. Après un moment, quand ça joue sur le nerf. Donc je me souviens que
on était assez complices entre ma femme et moi, mais bien sûr, je me souviens qu'il y avait des moments où on ne pouvait plus, on ne savait pas à qui c'était le tour parce qu'on était morts tous les deux. Au début, on pensait, ah oui, ça sera bien que chaque nuit, on alterne. Un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Mais on s'est dit, après, on était tous les deux morts. Donc, on a dit, OK, une nuit, c'est toi, tu t'occupes toute la nuit. Et l'autre fait la nuit suivante. Donc, on a essayé nos techniques. Et c'était le deuxième qui marchait un peu mieux. Mais après, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il faut faire le nécessaire. Et c'est là où vraiment, quand je dis qu'il y a plus de peur, c'est que tu es tellement dans le moment présent, malgré toi, que tu réfléchis pas à autre chose trop. C'est juste, tu fais la tâche qui est devant toi, tu t'occupes et c'est bien, ça roule comme ça. Donc, moi, je trouvais surtout au début, un bébé, ça allait de mieux en mieux. Quand ma fille commençait à faire ses nuits après 3 mois, je pense, assez tôt, et depuis pas trop de problèmes, donc c'est un bébé assez facile. Vous avez discuté assez vite de justement cette heure où ta chérie était toute seule et que tu disais qu'elle l'avait pas bien vécu. Vous avez réussi à trouver ce moment pour communiquer autour de tout? Oui, on a parlé entre nous. Oui, entre nous. Elle m'en voulait au début, mais après j'ai un peu expliqué. Et oui, on a eu une conversation, peut-être 2, sur le sujet, mais je pense que elle sait que moi j'étais aussi dans une situation un peu difficile et ce choix était difficile. Et je me suis excusé de ne pas être au moins relayé un peu. Mais on n'a pas resté très longtemps là-dessus. On a passé à autre chose assez rapidement. Pas trop de choix. Surtout, je pense que le fait d'avoir un deuxième enfant, que le fait que le deuxième enfant, tout s'est passé nickel, qu'avec le deuxième, on a pu garder avec nous assez longtemps, c'est-à-dire qu'il pouvait aller sur le ventre de sa maman, qu'on pouvait rester. Ça a, je pense, comblé le traumatisme du premier, je pense. Ça a aidé. L'un des aspects en fait qui m'intéresse justement, c'est cet aspect de double culture dont tu parles beaucoup en fait dans le livre. À quel moment en fait tu as eu la sensation toi que cette différence de culture, notamment dans le début, dans la grossesse, etc., intervenait le plus fort, ou en tout cas créait entre vous alors soit des complémentarités, soit parfois des incompréhensions ou des différences? Pendant la grossesse ou pendant en général en fait. En général, pendant la grossesse, ce que je trouvais plutôt amusant, c'est que ce qu'on dit à une femme enceinte, c'est que ce qu'elle ne peut pas consommer, c'est tout ce qui est bon en France. Ah oui. C'est-à-dire que le saucisson, tout ce qui est fromage au lait cru, les cigarettes, le vin rouge, tout ce que notre cliché de français, et ma femme, elle tombe bien là-dedans, c'est-à-dire qu'elle aime tout ça. Et donc, on empêche à ces femmes de pas consommer tout ça. C'était dur pour elle. Donc, moi, ça, c'est plutôt le côté amusant. En tant qu'Américain. D'être une Américaine, c'est ça? Oui, justement, elle a dit ça. J'ai dit dans le livre qu'elle a dit, putain, je suis une Américaine, là. J'ai pas le doigt à foie gras. C'est quoi ce truc? Non, mais sinon, j'ai pas trop senti la différence culturelle pendant la grossesse. Oui, le côté qu'on est pris en main. Ça, par exemple, le fait qu'on est allé plusieurs fois pour l'échographie. Et c'est juste que t'as pas besoin de dire, ah tiens, ça va me coûter combien, même si ça coûte quelque chose, mais beaucoup, beaucoup. Moi, je parle avec mes amis aux États-Unis qui ont maintenant eux aussi des enfants. J'ai l'impression que quand il y a le faire pas, on met le poids de bébé, le nom, et on a envie de mettre le prix de bébé parce que on est tellement fiers de dire on a dépensé 25 000 pour ce putain de bébé. Hein. Donc, ça coûte vraiment 25 000 $. Ça coûte, je pense que ça dépend mais par exemple, les nuits à l'hôpital, ça coûte quelque chose. Si on prend l'ambulance pour aller à l'hôpital, ça coûte quelque chose. Donc ça dépend de tout, ça dépend de ton mutuelle, parce que aux États-Unis, ça peut varier beaucoup. Bien sûr, Et donc, mais oui, ça peut coûter très cher. Peut-être j'exagère avec 25 000, mais c'était ça qui était agréable.
en France. Je pense qu'on ne s'en rend pas trop compte. Nous, ah non, non, France, c'est sûr que non. Hein. Ouais, c'est sûr que non. Mais c'est un dû. Oui, oui. Voilà. Un peu enfant gâté. Oui, c'est un droit. C'est cool, hein, ceci dit. C'est super. Pas en train de critiquer ça du tout, mais c'est juste qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir ton Oui, point de vue sur... oui, en tant qu'Américain, tout de suite, j'ai dit, ah tiens, c'est génial. J'avais envie de même aller voir le gynéco de ma femme, quoi. Pourquoi pas, je peux, quoi. J'ai la carte vitale. Donc, ouais, le fait qu'elle pouvait aller voir son gynéco, voir les échographies, tout ça, juste, c'était un grand soulagement, peace of mind, on dit. C'est-à-dire que c'est juste la tête est tranquille là-dessus. Donc, ça a aidé beaucoup. Sinon, je pense que ça n'a pas changé grand-chose, le côté biculturel pendant la grossesse. Quand le bébé est arrivé, on a vu différences culturelles, notamment, mais je ne sais pas si c'est vraiment culturel ou juste différence de famille, mais par exemple, l'allaitement. Moi, j'ai grandi avec ma mère qui m'a allaité, qui a allaité moi et mon frère. Et ma femme, Lou, elle était dans une famille elle a 4 frères, hein. Donc, aucun de eux 5 a été allaité. Donc, du coup, on a 2 avis sur le sujet, parce que son argument, c'est, regarde, moi, on est en pleine santé, on n'a jamais été allaité, donc c'est pas le problème. Et moi, j'ai dit, bah oui, mais moi, j'étais allaité. Et moi, je suis aussi en forme. C'était un truc assez con, finalement. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est pas mon choix. Parce que je me suis trouvé dans une position de dire, hey, tu vas donner ton sein à mon enfant, qui était j'avais l'impression d'être un éleveur de vaches macho, tu vois, tu donnes ton c'est quoi, un pis, le pis à mon progéniture. Donc c'était un discours un peu bizarre à avoir, et finalement je me suis rendu compte, non, c'est son choix. C'est son corps aussi. C'est son corps, donc c'est à elle de décider. Et aussi, il y a quand même quelque chose à dire. Et je trouve là chez les Françaises, il y a cette grande, comment s'appelle, cette auteure très connue, femme très féministe. Féministe, c'est même pas le mot parce que c'est pour l'égalité de sexe. Ouais. Elle a écrit quoi? Elle a plusieurs livres sur, par exemple, le fait que les femmes... c'est mieux de ne pas allaiter, comme ça, la femme peut reprendre le travail assez rapidement. Je pense que c'est Elisabeth Badinter, non ? C'est possible, possible. Bon, elle est très controversée. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Mais j'ai l'impression que la génération des années 60-70, la génération de nos parents, a été très influencée. Et donc, cette idée que la femme peut reprendre le travail assez rapidement, ça, je trouve, avec mon expérience, assez français. Aux États-Unis, il y a au contraire, à ce moment, on retourne vers le fait que le naturel, au bio, on reste à la maison le maximum de temps possible. Et les deux sont bien. En fait, je ne suis pas forcément pour un ou pour l'autre. Je pense qu'il faut trouver son équilibre. Mais ma femme voulait reprendre le travail assez rapidement. J'étais pour aussi, justement. Et aussi, ça m'allait de me réveiller pendant la nuit. Oui. J'aurais senti gêné. Je pense que si à chaque fois que notre fille aimerait manger, c'était à ma femme de le faire. Donc ça m'allait très bien, de vraiment être égal là-dessus. Et je pense que ça m'a donné plus un rôle assez tôt. Et un contact avec ma fille que j'aurais peut-être pas eu autrement. Et donc ça, j'ai vu assez rapidement les avantages de ça. Donc ta fille aujourd'hui, elle a quel âge ? Ma fille a 5 ans. 5 ans, et mon fils 2. Comment ça se passe, l'éducation d'un enfant dans une double culture ? Est-ce que le fameux langage, tu lui as parlé en anglais et ta femme lui a parlé en français, etc. C'est ça. Et elle a un double cerveau, c'est ça ? Enfin, ils ont un double cerveau. Depuis le début, on a décidé que moi, je parle anglais avec mes enfants et elle français. Et je n'ai pas bougé d'un mot depuis, quasiment. Okay. C'est-à-dire que... Mais c'est naturel pour moi. Oui. Même le problème, c'est que je parle à tous les enfants en anglais. C'est-à-dire que quand il y a des amis de ma fille qui viennent à la maison, je parle à eux deux en anglais. Et je pense que sa copine va comprendre. J'ai dit, oh non, pourquoi je parle en anglais ? Parce que... Et donc, du coup, c'est très bizarre pour moi de parler à ma fille et sa copine en français. Donc, j'ai vraiment l'habitude de parler anglais avec mes enfants. Et ça a marché hyper bien. C'est-à-dire, Violette est complètement bilingue. C'est fou.
Ça marche, bon, au moins pour elle. Hein. Peut-être ça dépend de chaque enfant. On va voir avec mon fils. Mais c'est exactement ça, un double cerveau. C'est impressionnant aussi de voir que des fois, je dis à Violette, dis à ta mère, je dis en anglais, hein, je dis « Tell your mother that we have to go in 5 minutes ». Je l'entends, elle va voir sa mère, et elle traduit. Elle dit en français. Okay. Elle fait la traduction parfaite. Ah, ça, c'est un bonheur, hein. C'est magnifique. Et aussi parce que là, par exemple, on était cet été aux États-Unis avec ses grands-parents, c'est-à-dire mes parents, à côté américain. Elle parle en anglais avec eux et donc nickel, c'est nickel. Elle a un vocabulaire très riche. Autre chose qu'on faisait, c'est que j'ai insisté que quand elle commençait à regarder des vidéos de dessins animés, choses comme ça, qu'elle regarde en anglais aussi. Et en plus, parce que je suis quelqu'un pour les VO. Hein. Et donc il y a plein de séries comme Peppa Pig et Ben and Holly's Magic Kingdom qui sont anglais et j'insiste pour qu'elle regarde en anglais. Et ça marche, hein. Bon, parce qu'elle a déjà la base avec moi, mais des fois, grâce à ces petites vidéos, elle a sorti des mots que c'est sûr que ça venait pas de moi, des mots de monde de fées. Moi, j'ai pas dit fairy dust à ma fille, par exemple. Et donc, du coup, elle sort ça, je dis, ah, ok. C'est-à-dire, elle absorbe beaucoup. Et le fait d'avoir cette ouverture, cette partie de son cerveau qui est complètement courant en anglais, c'est impressionnant de le voir. Alors, je ne sais pas comment ça marche après, mais vous leur avez donné la double nationalité aussi? Oui, elle est américaine aussi. Ça, c'était pas trop dur, ça m'a surpris en fait. Donc, il fallait juste aller à l'ambassade américaine, prouver... En disant, moi, je suis américain, prouver que j'étais américain, qu'elle est née ici, mais que je suis américain. Et c'était moins compliqué ce que je craignais. Donc, c'était cool. Donc, maintenant, comme moi aussi, maintenant, je suis français. Ah, toi aussi? Ouais, j'ai la double nationalité aussi. Et donc, du coup, on a tous les deux passeports. Je pense qu'elle comprend qu'elle a un lien avec les États-Unis. On en parle beaucoup, on voyage, on essaie d'aller une fois par an. On n'arrive pas à faire une fois par an, mais et elle se sent assez à l'aise, je trouve. Elle regarde, comme j'ai dit, plusieurs choses en anglais qui viennent de la culture américaine. Le livre, le soir, moi, je lui lis des livres. C'est dur. Ouais. C'est lire à quelqu'un. Donc, c'est lui. Même moi, je m'embrouille. Donc, des livres avec lesquels j'ai grandi. Et c'est impressionnant de voir l'effet que ça peut avoir sur elle. Bien sûr, il y a quelques livres que pour moi étaient très précieux. Pour elle, moins. On ne sait jamais. Hein. Mais le fait que je transmets ce chose à ma fille, c'était impressionnant. Et même ma situation est un peu spéciale aussi parce que mes parents ne sont pas américains non plus. Ah, okay. Mes parents sont argentins à la base. Et donc, déjà, je me considère américain parce que je suis né et j'ai grandi là-bas, mais mes parents sont des immigrés. Et leurs parents sont des immigrés aussi. Ah. Et donc, mes grands-parents sont allemands et autrichiens, tous les 4 juifs. Ils ont dû fuir dans les années 30 à l'Europe. Ils sont allés en Argentine, avant les nazis, dans les années 30. Mes parents sont nés, ils ont grandi là-bas, ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont mariés là-bas. Mon frère est né là-bas. Ils sont allés aux États-Unis. Après, je suis né aux États-Unis. Moi, je suis venu en Europe pour fuir mes parents. Donc, voilà, c'est le boucle est bouclé. Tout ça pour dire que déjà, il y avait cette sensation de biculturel déjà présente dans ma vie en tant qu'enfant. Et donc là, je transmets en autre. Et ce qui est intéressant, c'est que mes grands-parents parlaient allemand comme langue maternelle, mes parents espagnol, moi anglais, et mes enfants français. Ah oui. Donc, on fait une espèce de téléphone arabe à travers les générations. Aucune génération comprend l'autre. Et donc, c'est intéressant de les repas de Noël. Ouais. Et on était juifs, hein, donc même pas de repas de Noël. Ils n'aiment pas Noël. Donc, ouais, c'était encore un peu le bordel, mais on se comprenait assez bien. Donc, juste pour dire que c'était pas trop bizarre pour moi d'élever mes enfants avec plusieurs cultures. Et donc ta fille parle à son petit frère, parce que j'imagine qu'elle lui parle. Oui, elle lui parle beaucoup. Ouais, oui. En fait, le problème avec ma fille, qui est un bon problème à voir, c'est qu'elle parle beaucoup. Elle parle vraiment beaucoup. Et donc elle parle à son frère. Elle lui parle en français ou en anglais alors En mélange, je pense. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tu te rends même pas compte en fait, c'est-à-dire que ça fait partie. Oui, et ce qui est bien, c'est que elle non plus. C'est-à-dire que des fois, je montre une vidéo à elle et elle se rend même pas compte si c'était en anglais ou en français. Elle absorbe.
Et avec son frère, elle parle les deux langues. Pour finir avec ma fille, c'est que je trouve que l'anglais est devenu notre langue spéciale à nous. C'est-à-dire que ça crée un lien entre nous. Comme si on était c'était notre langage code. Parce que de ce fait-là, Lou ne parle pas du tout. Non, si elle parle très bien anglais, elle comprend. Non, ça j'imagine. Mais ceci dit, elle parle pas du tout avec elle en anglais. Non. Ah, c'est génial. Non, je refuse avec son accent français. Elle pareil pour moi. Elle dit non, tu prononces pas assez bien ces mots français. Il faut que tu parles anglais parce qu'on veut pas que notre fille prenne ton accent. Dise la Q, quoi. Oui, exactement. Je parle de ça parce que je pense qu'elle va recréer ce lien spécial avec son frère en anglais. Vu qu'on est en France, elle peut parler en anglais avec son frère et ses copines ne vont pas forcément comprendre. Donc ça fait un peu... Regarde, on a un langage secret entre nous. Et je pense qu'elle va transmettre ça aussi à son frère. J'espère. Mais oui, pour l'instant, c'est un mélange des deux langues. Vous allez appliquer le même truc que pour le petit. Oui, on est déjà en train de le faire. Moi, je parle uniquement en anglais avec lui. Il parle 3 langues. Il parle anglais, français et bébé. Plus bébé. Mais c'est vraiment ce moment magique-là. Il a 2 ans et 3-4 mois où le langage commence à sortir. Ça, c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Même si, des fois, je ne sais pas quelle langue il parle. Par exemple, là, j'étais très déçu. Parce qu'il a dit récemment, on était dans la rue, on se tenait la main, il me regarde, me montre avec le doigt, il dit « I love you ». Et moi, j'ai dit « il a dit « I love you ». Et j'ai dit, ah vraiment? Et sa mère a dit, non, en fait, il a dit avion. Tu vois? Et c'était logique parce qu'il montrait le ciel. Et tu vois, moi, c'était non, avion. Tu vois? Donc, et j'étais très déçu. Et je me sentais très con. C'est amusant, ceci dit, ton interprétation. Oui, justement. non, mais justement. Donc, des fois, on ne sait pas quelle langue il parle. Mais non, mais il y a des mots en anglais qui sort avec un accent bizarre. Et c'est drôle parce que c'est à travers nos enfants qu'on voit quelles phrases on répète souvent. Par exemple, là, apparemment, je dis « It's too big for you ». J'ai dit plusieurs fois à mon fils parce qu'il ressort. Il dit « It's too big for you ». Et apparemment, je le dis souvent, assez souvent, pour que c'est une phrase. Mais maintenant, bien sûr, il y a tout ce qui est let's go, les choses de base d'une vie quotidienne qui est là et qui imprègne assez facilement. Et alors, quand vous êtes à 4, à 3, donc avec ta fille, et que vous avez une discussion à 3 avec Lou, vous parlez comment? Quand j'adresse à Lou, donc, je parle en français. Quand j'adresse à Village, je parle en anglais. En fait, la personne qui souffre, c'est moi, je pense. Oui, parce que je commence à mélanger tout et à un point où je parle plus bien anglais, en fait. Ah bon? C'est-à-dire que c'est impressionnant. Bien pour un français, mais c'est-à-dire que quand j'ai des amis qui me rendent visite, par exemple, depuis les États-Unis, ils disent, mais tiens, t'as oublié des mots, hein? Tu construis tes phrases d'une façon française maintenant. Et donc, j'ai l'impression que je parle aucune langue bien. En fait, c'est ça qui est agaçant maintenant, parce que je passe trop de temps en France que je commence à construire des phrases d'une façon française. Pourtant, je parle pas super français, mais je perds l'anglais aussi. C'est naturel maintenant pour moi. Je parle à ma femme en français, ma fille, mes enfants en anglais, complètement. Dans ce livre, il y a un chapitre sur la circoncision de mon fils, parce que c'est un grand défi pour moi, parce que moi, je n'étais pas sûr de vouloir le faire ou pas. Parce que moi, je suis juif, mais je ne suis pas pratiquant. J'ai grandi avec, j'ai fait mon bar mitzvah et tout, mais aujourd'hui, dire que je suis juif, c'est pas très honnête. C'est-à-dire que ça fait des années que je ne suis pas allé à la synagogue. Mais j'avais quand même un sentiment que ça serait bien de faire de circoncire mon fils. Pas seulement à cause du judaïsme, mais aussi parce que je suis américain. Donc, tu m'as posé la question par rapport au biculturel, des moments où j'ai senti ça. Aux États-Unis, 80% des hommes sont circoncis. Et c'est moins de 20% en France, ou encore moins que ça. Et donc, la question, aux États-Unis, on ne se pose pas trop, parce que même en dehors du judaïsme, j'ai beaucoup d'amis juifs aussi, on a grandi un peu de même culture. Eux, ils n'ont pas eu à trop poser la question, même s'ils ne sont pas très pratiquants, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu une habitude.
pour les questions de santé, apparemment. Et donc, je raconte dans ce chapitre le questionnement que j'ai eu. Et j'ai fait beaucoup de bruit pour une prépice parce que je me sentais un peu comme Hamlet qui se pose la question to be or not to be. C'était vraiment... j'ai senti le poids de tous mes ancêtres peser sur moi. Est-ce que je le fais? Parce que ça sera quasiment le premier d'une longue génération d'hommes qui ne sera pas circoncis. Et aussi, culturellement parlant, on le fait. Et moi, personnellement, esthétiquement, je trouve ça plus beau. Mais j'ai dit, tiens, mais je ne vais pas faire ça juste pour une question d'esthétique et tout ça. Et donc, en parlant avec ma femme, elle a dit, la décision est la tienne. Qui était bien d'un côté, mais pas bien d'un autre, parce que j'ai dit, tiens, non, je cherche à avoir une réponse. Moi, je posais la question plutôt médicale, c'est-à-dire, je posais la question au pédiatre. Elle a dit, c'est plutôt bien. D'autres avis disant que non, ça peut créer de traumatismes, mais on ne sait jamais. Parce que moi aussi, j'étais circoncis, mais ce que je suis traumatisé aujourd'hui, je ne sais pas à cause de ça. Partons donc sur une psychanalyse pour le savoir. Oui, justement. Le fait que je suis circoncis peut expliquer pourquoi j'ai des cauchemars récurrents où je suis pourchassé par des rabbins avec une main d'argent, mais sinon, tout va bien. Donc finalement, on a décidé de le faire. Et c'était très dur. On a trouvé un moël, en fait, c'est l'espèce de rabbin, mais rabbin qui était aussi docteur. Donc c'était assez hypocrite quelque part parce que j'étais entre un acte médical et un acte religieux. Pourtant, je ne suis pas religieux. Donc finalement, on a fait. Et c'était dur parce que en prenant notre fils dans la voiture, je me suis dit, mais je suis con. Hein. Je fais tout ce que je peux en tant que papa de protéger mon fils. Et là, je suis en train de le mettre en danger ou en douleur, on va dire. Et sur le moment aussi, j'étais un con aussi, j'ai tout regardé. T'as quoi? Tout regardé. T'as tout regardé? L'opération. Voilà. Et aussi parce que le pédiatre et plusieurs personnes disent, ah oui, c'est comme une piqûre. Et donc j'ai dit, ok, bon, ça va, c'est une piqûre. Hein, il va avoir plein de piqûres dans sa vie. Et non, c'est pas comme une piqûre. Et ma femme n'a pas pu regarder. Et moi, j'ai regardé. Donc, c'était... Mais en même temps, c'était... T'as l'image en tête, c'est ça? Ouais, j'aurais toujours l'image dans ma tête, hein, c'est sûr. Et donc, c'était dur. C'est bizarre, ça. Pourquoi t'as voulu regarder? Est-ce que t'as regardé ta femme qui est en train d'accoucher par devant? Oui, pas par devant, mais j'étais à côté. Donc, j'ai vu la tête sortir. Oui, donc oui, en gros, mais je pense que c'est mon envie de la réalité. Je pense que je suis quelqu'un qui cherche ça et j'aime pas trop la censure. Donc, quelque part, je voulais, ok, je suis là, je suis présent, j'aimerais voir. Et bon, c'était un peu aussi évident parce que je tenais mon fils. Ah, oui. C'était pas que j'étais là juste à côté, juste pour le côté voyeur. J'étais là, tenais mon fils. Donc, il faut faire plus un effort pour ne pas regarder que pour regarder. Donc, c'était juste devant moi, donc j'ai regardé. Et oui, donc c'est pas comme une piqûre. Et mon fils a beaucoup pleuré, évidemment. Ouais, il y avait une anesthésie et tout ça, mais malgré tout, c'est quand même un choc. Et je me souviens qu'il était inconsolable pendant 20 minutes. Et ce qui était fou, c'est que c'était le médecin qui était le seul à ce moment-là de pouvoir le consoler. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de le tenir dans mes bras, il pleurait, ma femme pareil. Mais quand le médecin savait, il a l'expérience apparemment de ça, il a tenu vraiment serré mon fils et il a arrêté finalement de pleurer. Et je me souviens que j'étais tellement déstabilisé par tout ça et je me sens tellement coupable et tout ça, que j'étais un peu jaloux de mon fils, que c'était moi qui voulais être dans les bras de ce médecin, d'être serré aussi fort. Parce que j'étais, oh mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je me souviens aussi que ce qui était drôle, c'est que mes parents étaient là. Parce que c'était pas longtemps après l'accouchement, mes parents étaient en visite à Paris à ce moment-là. Et ce qui était bizarre pour moi, c'est que quand j'ai annoncé à mes parents qu'on allait circoncire mon fils, ma mère commençait à pleurer en disant c'est de mutilation. Donc, en fait, j'ai découvert, en gros... Que ta mère culpabilisait par rapport à moi et mon frère. Et qu'elle a fait parce que mon père voulait. Mon père est un peu plus pratiquant que ma mère. Ma mère, quasiment rien, pas du tout. Et mon père
plus, pas très pratiquant, mais plus. Le judaïsme est plus important pour lui. Et donc, il a insisté. C'est ça, c'est fou à quel point on apprend quand on est papa de notre enfance. Oui. Hein. Et donc, c'est là où j'ai découvert que vraiment, ma mère n'était pas pour, qu'elle n'a pas pu être dans la pièce. En fait, elle attendait dehors en pleurant. Tout ça, j'apprenais le jour où j'allais circoncire, tu vois, ou quelques jours avant. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'était une surprise pour moi. Et donc, ça m'a... Quand on met le pour et le contre, c'était un truc que j'ai dû mettre dans le contre. Est-ce que vraiment je suis en train de faire un truc barbare juste parce que les autres générations l'ont fait ou parce que le pays dans lequel je viens le fait? Et donc, c'était une grande épreuve. T'as l'air un peu marqué, hein, encore là maintenant d'en parler. Oui, parce que j'en parle. Parce que, mais en dehors de ça, non, ça va. Mon fils, il va très bien. Mais c'est vrai que encore là, maintenant, oui, parce que là, quand j'en parle, je revisite. Ouais. Ça, il y a 2 ans, c'est pas très longtemps. Ouais. Il y a très longtemps non plus. Donc, quand j'en parle, oui, ça m'a frappé. Par exemple, je pense que j'étais tellement surpris que ma mère pleurait, parce que pour moi, c'était évident. Elle m'a circoncis. Je pense pour moi, c'est mes parents qui m'ont circoncis. Je ne pensais pas que c'était elle qui ne voulait pas, et mon père, oui. Et donc, d'un coup, d'apprendre tout ça, et je ne veux pas dire que je l'ai fait pour eux, du tout. Je l'ai fait pour moi, je pense. Mais ce qui est bizarre, c'est que toujours, je suis toujours pas sûr que c'était la bonne décision. Mais j'ai dit ça dans le chapitre. J'ai dit, écoute, si dans 20 ans, mon fils, la seule chose à me reprocher dans 15 ans, c'est que le fait qu'il est circoncis, ça veut dire que j'étais excellent comme papa. Donc tu t'en veux pas à tes parents, eux, en tout cas ta mère s'en veut plus. Non, au contraire, je suis plutôt content. Ouais. Je suis content parce que, comme j'ai dit, à part peut-être ces cauchemars récurrents, j'ai pas de souvenirs de traumatisme là-dedans. Donc moi, esthétiquement, je trouve ça plus beau parce que peut-être j'ai grandi avec, donc toute une question culturelle. Mon zizi, c'est le plus beau. et aussi, bien sûr, j'ai eu plein d'arguments. Il y avait un ami de la famille qui disait « Oh, c'est important que le zizi de ton fils ressemble au tien. » Tu vois, c'est ce genre de... Et je dis... Au début, je dis oui, mais après, je dis, mais non, je pense pas lui montrer ma bite trop souvent non plus, tu vois, Mais donc, j'ai vraiment eu de ce moment où j'ai dû peser le pour et le contre, et finalement, je l'ai fait. Aujourd'hui, il va très bien. Mais c'est vrai que des fois, je dis, est-ce qu'il fait cette crise-là parce qu'il est traumatisé C'est un peu con, mais il est en très bonne santé, tout va bien. Et donc, c'est pour ça aussi, quelque part, je me dis, c'est pas grave. Et Lou, ça va, elle, par rapport à sa propre expérience, ou alors elle va revivre la scène avec son futur fils dans 30 ans? Je veux pas dire qu'elle regrette. Ça, en moi, elle m'a pas dit. Hein. Je pense que sur le moment, c'était très dur pour elle, pour nous deux. Et aussi parce qu'elle comprend pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas grandi avec cette culture, ni cette religion. Mais elle était très ouverte. J'ai apprécié vraiment qu'elle était très ouverte et me laissait le choix. Donc, elle ne regrette pas. Je pense qu'elle est aussi contente que tout va bien avec mon fils. Il a un très bon zizi et tout ça, tout va bien. Mais on se disait, tous les deux, si on a un troisième, on a une petite tendance à préférer une fille, juste pour ne pas avoir besoin de poser la même question. Parce que du coup, si on a un fils, ça sera bizarre qu'on ne le fait pas pour le deuxième. Donc tout ça, on se dit, tiens, si on a un troisième, si on a une fille, ça sera quand même bien. On n'aura pas à poser la question. Tu t'imagines comment, papa, dans 10 ans? Pareil, un peu. Je pense pas que je vais changer énormément. Ta fille aura 15 ans. Hein. Oui, c'est pour vrai. Pour te resituer. Oui. Je sais que tout le monde dit, attention, attends qu'elle soit ado. Mais ça évolue. Enfin, c'est pas attention en fait. C'est juste que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je pense qu'on a 10 ans pour y arriver aussi. Je suis d'accord. Si elle aura 15 ans demain, oui, ça sera bizarre. Mais je pense que je vais m'adapter. Je nous fais confiance en fait. Et c'est ça que j'ai appris. C'est grâce à ma femme aussi. C'est que toutes ces peurs que j'avais au début, maintenant j'ai une confiance qui s'est installée, qui est là.
aussi le fait d'avoir un deuxième, aussi, c'est juste... Je suis confiant qu'on va se débrouiller. Les enfants s'adaptent aussi assez facilement. C'est-à-dire que, par exemple, quand Violette avait 2 ans, on a fait un road trip aux États-Unis. Un road trip aux États-Unis. Et on a vraiment fait un road trip costaud. C'est-à-dire, on a fait LA, San Francisco, Grand Canyon. On était dans les parcs nationaux, dans une petite tente où il faisait froid, il faisait chaud, tout. Et on a embarqué Violette avec nous. Je craignais qu'elle n'allait pas supporter. C'était nickel. Elle s'était adaptée complètement. Et des fois, on a fait un peu n'importe quoi. On n'avait pas assez de freins ou se retrouver en plein désert. Mais tout allait bien. Et on se débrouillait toujours. Et là, l'été dernier, on a fait pareil. Un road trip plutôt Québec et New York et Québec. Et avec les deux, cette fois-ci, c'était un peu plus costaud. Bah oui. Avec les deux, mais en même temps, on se débrouillait. Et donc, c'était ça qui est installé depuis que je suis papa, cette confiance de dire, OK, on va gérer. Ça a rassuré ton toi de 29 ans qui avait peur de plus jamais pouvoir voyager, quoi. C'est ça. Imagine que tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Ça sera en anglais, du coup. Vas-y, n'hésite pas. Du coup, désolé, alors si vous parlez pas anglais. Mais moi, je parle plus anglais non plus. comme je dis. Non, mais qu'est-ce que je dirais? I had a wonderful time. Je sais pas, j'ai eu un très bon moment. I'm having a wonderful time, j'espère, quoi. Je parlais comme si j'étais mort. Je vais me rendre compte. Okay, that they are the best adventure I've ever had. Qu'ils sont la meilleure aventure. Et oui, même si en venant en France, c'était une grande aventure, je pense que c'est eux la grande aventure. Et que j'apprends beaucoup grâce à eux. C'est fou, c'est un cliché, je sais, mais vraiment, j'apprends beaucoup. D'eux et de moi-même, vraiment. De mes capacités et comment je suis en tant que personne. Et c'est ça ça nous force à être présent, d'être assez bouddhiste finalement. D'être moins dans nos projections. Il y a quand même, bien sûr, un angoisse, parce que moi, je me dis, OK, je suis papa, donc j'ai des responsabilités que je n'aurais pas eues avant. Mais j'aime aussi ces responsabilités aujourd'hui. C'est quelque chose que j'arrive à assumer et c'est bien, ça me correspond aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup. Merci. Sébastien, c'était vraiment super. Merci à toi. Alors, donc, effectivement, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Il suffit de taper Sébastien Marx. Oui. Et vous allez découvrir tout l'univers de Sébastien. C'est que moi et des Allemands. Apparemment, si on tape Sébastien Marx, c'est que moi et des Allemands. Et j'espère que j'arrive en premier, surtout en France. Bah oui. Mais, je vous mettrai un lien de toute façon, quoi qu'il arrive, dans les show notes, comme on dit, dans les podcasts. On peut aussi te voir sur scène. Sur scène, je joue en français et en anglais. Je joue jeudi, vendredi, samedi à 20h en français à l'Apollo. Je fais une petite pause avec le spectacle en anglais parce que je suis en réécriture, mais j'anime un plateau qui est le premier plateau de stand-up en anglais. Maintenant, c'est chaque jeudi au café Oscar. C'est ça, café Oscar. Oui. Et ça, c'est chaque jeudi à 22h. Donc ça, c'est le plateau en anglais et mon spectacle en français. Et j'ai écrit ce livre. Ce fameux livre qui est sorti chez First, qui s'appelle Les trépidantes mésaventures d'un Américain en France. Et je parle pas mal de fait d'être papa là-dedans. Tu parles aussi pas mal d'être papa. Et ça va être l'occasion pour moi de le lire maintenant. Je voulais rester vierge et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je voulais aussi dire merci à Navo, en fait, parce que c'est lui qui m'a soufflé ton nom en me disant tu devrais aller voir Sébastien parce qu'il est papa et il a double culture, etc. Ouais. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Donc merci Navo qui a aidé avec l'écriture, qui a coécrit la version de mon spectacle aujourd'hui en français. Un grand merci Sébastien. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Un immense merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne, à y mettre un pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Le prochain épisode, qui sera aussi le dernier épisode de l'année 2017, sortira donc le lundi 18 décembre. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.